Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Dans ce chapitre des contrats précaires, nous allons voir dans un premier temps les CDD, avec les différents motifs de recours des CDD et également les différents types de CDD. Nous allons également voir les CDI précaires, les autres types de contrats précaires. Nous allons voir le travail temporaire, les entreprises de travail temporaire, avec le portage salarial, et dans l'ensemble, ça sera tout pour ce chapitre. Donc premièrement, les CDD, contrats à durée déterminée. Pourquoi est-ce qu'on peut recourir à un CDD ? Il y a plusieurs motifs et il y a 4 hypothèses dans lesquelles on peut recourir à un CDD. En cas d'absence temporaire, donc notamment en cas de maladie d'un salarié, on peut le remplacer temporairement via un CDD. Lorsque le salarié quitte l'entreprise ou lorsqu'il y a une suppression prochaine du poste, plutôt que pourvoir ce poste via un CDI, eh bien nous allons le pourvoir via un CDD en sachant que ce poste va être supprimé. Également, lorsque un salarié est recruté en CDI, mais lorsqu'il n'a pas encore rejoint son poste, lorsque le salarié est à temps complet, mais qui passe provisoirement à temps partiel. Le CDD, il peut également être utilisé pour remplacer le chef d'entreprise. Il y a d'autres raisons, il y a aussi les raisons de variation d'activité. Donc, les raisons d'utilisation en cas de variation d'activité, c'est par exemple pour voir des emplois saisonniers, pour voir des emplois pour lesquels il est d'usage de recourir au CDD. Par exemple, dans le secteur du bâtiment, il est d'usage de recourir à un CDD, donc par conséquent, c'est normal d'y recourir. Tout ce qui est tâches occasionnelles, donc les travaux urgents, répondre à des commandes exceptionnelles, donc lorsqu'il y a un accroissement de l'activité, l'entreprise peut recourir à un CDD. Il y a des CDD et il y a plusieurs types de CDD. Premièrement, les CDD à objet défini. Ces CDD, ils sont réservés aux ingénieurs et aux cadres et ils ont des caractéristiques spécifiques. Ils doivent être prévus par des accords de branche ou d'entreprise. Ces CDD ne peuvent être renouvelés, leur durée minimale c'est 18 mois et leur durée maximale c'est 36 mois. Ces CDD prennent fin à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Donc notamment en termes de recherche par exemple, dès lors qu'on va trouver ce qu'on cherche, eh bien le CDD va être rompu. Il y a un délai de prévenance en cas de souhait de rompre par l'employeur qui est d'au moins 2 mois, ou sinon il peut être résilié unilatéralement au bout de 18 mois, donc au bout de la durée minimale, puis 24 mois si cette résiliation est justifiée par un motif réel ou sérieux. Les interdictions de recours. On a vu qu'il y avait des raisons pour y recourir, mais il y a également des raisons interdites pour y recourir. Premièrement, l'interdiction absolue. Il est interdit de recourir à un CDD pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer des travaux particulièrement dangereux. Ces cas-là sont interdits de façon absolue. Les interdictions provisoires, dans les 6 mois qui suivent un licenciement pour motif économique, sauf si la durée du contrat ne dépasse pas 3 mois, ou lorsque le contrat est lié à une commande exceptionnelle à l'exportation. Et enfin, les interdictions générales, c'est les plus courantes, il est interdit de recourir à un CDD pour pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sinon, dans les cas où ces interdictions ne sont pas respectées, eh bien, il va y avoir une requalification possible en CDI lorsque c'est pour pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le salarié peut également demander des indemnités au moins égales à 1 mois de salaire et l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui donne sa réponse dans un délai de 1 mois. La rédaction du contrat, c'est un contrat par écrit qui est signé par les deux parties, c'est un contrat on va dire classique, mais il doit absolument spécifier une chose, le motif de recours. Pourquoi on recourt à un CDD ? En cas d'absence des mentions obligatoires, ou si l'une des parties n'a pas signé le contrat, il y a une requalification en CDI plus une indemnité légale, et en cas de non-respect du délai de 2 jours, puisqu'il doit être remis au salarié dans un délai de 2 jours suivant l'embauche, et une indemnité possible égale à maximum 1 mois de salaire. Un autre type de CDD, c'est les CDD à terme précis et ceux à terme imprécis. Tout d'abord, ceux à terme précis. La durée maximale des CDD à terme précis, elle est fixée soit par accord de branche étendu, sinon c'est 18 mois en principe. 9 mois dans le cas d'attente de CDI et 24 mois dans le cas d'une commande exceptionnelle. Mais généralement, c'est 18 mois. Les CDD d'usage n'ont pas de durée maximale. Donc, ce qu'on a pu voir par exemple, comme j'ai donné l'exemple dans le secteur du bâtiment, il n'y a pas de durée maximale pour ces CDD. Mais attention, ils doivent évidemment respecter les interdictions qu'on a vues précédemment. Les CDD à terme imprécis, c'est un événement qui va mettre fin aux relations contractuelles dans ces cas-là,
mais dont on ne sait quand cet événement interviendra. Par conséquent, c'est un terme imprécis. Il y a 5 cas de figure qui permettent de procéder à ce CDD-là. Le remplacement d'un salarié, donc on ne sait pas quand est-ce que le salarié va revenir. Le remplacement d'un chef d'entreprise, même raison. L'emploi saisonnier, l'emploi d'usage et la réalisation d'un objet défini. Attention, il n'est pas obligatoire dans ces cas-là de passer à un CDD à terme imprécis. Le CDD à terme précis fonctionne également, mais il faut savoir qu'il existe. La durée minimale, c'est celle qui va être prévue lors de la conclusion du contrat. Mais attention, l'événement qui va mettre fin au CDD ne peut intervenir avant cette durée minimale. Dans ce cas-là, le CDD se poursuit jusqu'à échéance du délai minimal. Il n'y a pas de durée maximale, sauf pour les CDD à objet défini, qui est de 36 mois, comme on l'a vu juste avant. Les salariés en CDD bénéficient des mêmes droits que ceux en CDI. Ils sont simplement pas comptés dans l'effectif total. Pendant la période d'essai, les CDD à terme précis, comment elles se calculent? Premièrement, si la durée du CDD est inférieure à 6 mois, la durée maximale de la période d'essai, c'est 1 jour d'essai par semaine de travail. Et cette multiplication doit amener la période d'essai jusqu'à maximum 2 semaines. Dans le cas où la durée du CDD est supérieure à 6 mois, la période d'essai est de 1 mois. Pour les CDD à terme imprécis, la même méthode de calcul, la durée maximale de la période d'essai est calculée suivant les mêmes règles par rapport à la durée minimale prévue au contrat. La partie à l'origine de la rupture doit respecter un délai de prévenance, comme pour les CDI. Par contre, pour les CDD de moins de 7 jours, il n'y a pas de délai de prévenance. Donc le délai de prévenance, c'est la même chose que pour les CDI, sauf dans le cas où le CDD est inférieur à 7 jours. La petite remarque, c'est que la durée des CDD est déduite de la période d'essai en cas d'embauche des CDI à la suite du CDD. Ça, on l'a vu précédemment, c'était à peu près la même chose pour les stages. Après la période d'essai, la rupture du CDD est en principe impossible, sauf dans 5 cas, lorsque les deux parties se mettent d'accord, lorsqu'il commet une faute grave, lorsqu'il y a une force majeure, l'embauche du salarié en CDI, l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail. Si le salarié est embauché en CDI, le salarié doit respecter un préavis de démission d'1 jour par semaine calculé sur la durée totale du contrat, dans une durée maximale de 2 semaines. Dans le cas où, après la période d'essai, le CDD est tout de même rompu, rupture irrégulière, l'employeur doit des dommages et intérêts au moins égales à la rémunération du salarié, celle qu'il aurait perçue jusqu'à terme du contrat. C'est de même si la rupture intervient pour force majeure résultant d'un sinistre. Et si le salarié est à l'origine de la rupture irrégulière, lui peut également devoir des dommages et intérêts à l'employeur correspondant au préjudice subi. À l'échéance du contrat, les salariés bénéficient en principe d'indemnités. Mais on va voir qu'il y a beaucoup d'exceptions à ce principe. Ces exceptions, c'est en cas d'embauche en CDI, en cas d'emploi saisonnier, d'usage, CDD conclu par un jeune pendant les vacances scolaires, rupture irrégulière, faute grave, force majeure par le salarié, refus d'être embauché en CDI par le salarié avec rémunération au moins équivalente. Même si ces exceptions sont présentes, il faut tout de même savoir l'indemnité lorsqu'elle s'applique. L'indemnité, elle est égale à 10% de la rémunération totale due au salarié. L'accord peut fixer un taux plus élevé ou plus faible dans la limite de 6% minimum. Les CDD renouvelés, les CDD successifs. Le renouvellement des CDD est possible. Le nombre de renouvellements possibles va être fixé par accord de branche étendu. À défaut, il y a 2 renouvellements qui sont autorisés sans dépasser la durée maximale du CDD. Donc la durée maximale du CDD qu'on a vu juste avant, pour les CDD à terme précis, c'est 18 mois en principe. Donc par conséquent, ces renouvellements ne doivent pas porter au-delà de 18 mois la durée du CDD, à part pour les CDD d'usage où il n'y a pas de durée maximale. Si l'une des conditions n'est pas respectée, ou si il y a relations contractuelles qui se poursuivent après l'arrivée à terme, une requalification en CDI est encore une fois possible avec des indemnités au moins égales à 1 mois de salaire. Au niveau des CDD successifs, donc un recours au CDD malgré échéance, donc il y a un nouveau CDD qui va être conclu. Ici, le CDD il n'y a pas un nouveau CDD qui est conclu, il est, on va dire, rallongé. Ici, il y a un nouveau CDD conclu, donc sur une personne différente, et un délai de carence qui va être apprécié. Donc, il y a 2 situations possibles. Soit les CDD sont successifs sur un même poste de travail, avec le même salarié ou avec un autre salarié, soit c'est sur des postes différents, avec le même salarié. Dans le cas où c'est sur le même poste, il y a un délai de carence entre les 2 contrats. La durée du délai de carence va être fixée par accord de branche étendu. Sinon, si ce CDD est inférieur à 14 jours, dans ce cas-là, le délai de carence est égal à la moitié de la durée du contrat, plus le renouvellement inclus. Et s'il est supérieur à 14 jours, dans la majorité des cas,
il est égal à un tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus. L'accord de branche étendu peut définir des exceptions à ce délai de carence, notamment en cas de CDD rompu avant le terme par le salarié, lorsque le salarié a refusé un renouvellement, ou lorsque le CDD était un contrat saisonnier ou d'usage ayant pour objet le remplacement d'un salarié absent. Ces exceptions, il faut les savoir, puisque dans ces exceptions-là, il n'y a pas de délai de carence, par exemple en cas de CDD d'usage, encore une fois. Pour les CDD successifs sur des postes différents avec le même salarié, l'employeur ne peut pas conclure un nouveau CDD immédiatement avec le même salarié, il doit respecter une période d'inactivité. Il n'y a pas de détails sur cette période d'inactivité, ça va être fixé par la convention collective. Sauf dans certaines exceptions, en cas de remplacement d'un salarié absent, de contrat saisonnier et de contrat d'usage, donc les mêmes exceptions que pour un même poste. Et dans ce cas-là, si cette période d'inactivité n'est pas respectée, le CDD est requalifié en CDI avec un versement au salarié d'une indemnité au moins égale à 1 mois de salaire. Maintenant, on va voir le travail temporaire. Le travail temporaire, c'est une autre façon de voir le CDD. Il y a deux motifs de recours en cas de remplacement d'un salarié et de variation d'activité. Il est caractérisé par la relation entre trois personnes, l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice et le salarié. Il y a deux contrats qui sont conclus, un contrat de mission entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, et un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Donc vous l'aurez compris, l'entreprise de travail temporaire est un intermédiaire entre l'entreprise utilisatrice et le salarié. Les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. C'est soumis aux mêmes règles que les CDD, celles qu'on vient de voir. Un contrat de mise à disposition, donc l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice rédigent et signent mutuellement ce contrat. Il est remis dans les 2 jours ouvrables au salarié. Il doit mentionner évidemment toutes les mentions qu'on a déjà vues. Simplement, il y a une particularité, ce contrat ne doit pas avoir de clause d'exclusivité. Donc, autrement dit, si l'entreprise utilisatrice trouve que le salarié fait du bon travail, elle peut, à la suite de ce contrat, l'embaucher. Les principales différences avec le CDD et le contrat de travail temporaire. Dans le contrat de mission, entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire, ce contrat a les mêmes mentions que le contrat de mise à disposition. Il doit indiquer expressément que l'embauche par l'entreprise utilisatrice n'est pas interdite. Donc c'est la même chose qu'on vient de voir, il n'y a pas de clause d'exclusivité qui sont possibles. Le terme de la mission est modifiable lorsque les contrats le prévoient, avec des règles de temporalité. La durée de la période d'essai est fixée par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise, sinon c'est 2 jours maximum. Si le contrat est inférieur à 1 mois, 3 jours max si le contrat est inférieur à 2 mois, et au-delà c'est 5 jours. S'il y a une rupture avant terme par l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise de travail temporaire est obligée de lui proposer un nouveau contrat dans les 3 jours, sauf faute grave, sinon il y a une rémunération du salarié jusqu'au terme prévu. S'il y a une rupture avant le terme par le salarié, l'entreprise de travail temporaire peut demander des dommages et intérêts, sauf si le salarié a été embauché en CDI dans une autre entreprise. Sinon, c'est une faute grave de l'employeur. Les rapports entre l'entreprise utilisatrice et le salarié. L'entreprise utilisatrice et le salarié ne sont pas liés par un contrat. En cas de faute, seule l'entreprise de travail temporaire peut le sanctionner. L'entreprise utilisatrice peut quand même donner des directives aux salariés qui doit les exécuter et elle doit aussi respecter les règles relatives à la durée du travail. Les CDI précaires. Encore un autre contrat de travail temporaire. L'entreprise de travail temporaire embauche un salarié pour la réalisation de missions successives. Donc il y a des périodes d'exécution de missions et des périodes d'intermission. Les périodes d'intermission sont rémunérées et ces rémunérations ne peuvent être inférieures au SMIC. Elles sont majorées de 15% pour les agents de maîtrise et 25% pour les cadres. Pour la précision, les périodes d'intermission sont les périodes dans lesquelles le salarié n'a pas de mission à réaliser. La particularité, c'est que le salarié est tenu d'accepter les missions proposées. Dès lors que 3 facteurs sont à réunir, ces missions sont compatibles avec les emplois définis dans son contrat de travail temporaire, donc dans son CDI précaire, que la rémunération n'est pas inférieure à 70% au taux horaire de sa dernière mission, et qu'elle se situe dans un périmètre de mobilité défini dans le contrat de travail. Là, le salarié est tenu d'accepter ces missions. De plus, le salarié est tenu d'accepter les formations professionnelles proposées par l'entreprise de travail temporaire. Maintenant, un autre type de contrat, les CDI de chantier ou d'opération. Ces CDI, c'est un peu comme les CDD à terme imprécis, la date n'est pas connue par avance, il y a une période d'essai qui est possible, c'est identique que pour les CDI. La condition principale de recours, c'est que la convention collective de branche étendue en fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre. Dans certains cas, la convention collective n'est pas obligée de préciser que ce recours est possible, notamment dans certains secteurs, le BTP, la construction navale.
La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. La procédure à suivre est celle du licenciement pour motif personnel. Et le salarié y percevra des indemnités de licenciement. Il bénéficiera également d'une priorité de réembauche si en CDI, si la convention collective de branche étendue le prévoit. Enfin, le dernier type, le portage salarial. Encore une fois, il y a 3 personnes, le salarié porté, l'entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente. Il y a 2 contrats, un contrat de travail entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté, et un contrat commercial entre l'entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente. La différence avec le travail temporaire, c'est que le salarié va lui-même démarcher l'entreprise cliente et négocier le prix et les conditions. Dans ce cas-là, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté, il va être rédigé par écrit pour une durée indéterminée ou déterminée, dans les 2 jours ouvrables suivant la conclusion. Il va être transmis au salarié. Dans le cas où c'est un CDI, la période sans prestation sont des périodes non rémunérées. Et dans le cas où c'est un CDD, c'est renouvelable 2 fois dans la limite de 18 mois et portable jusqu'à 3 ans par accord d'entreprise de portage et par accord entre l'entreprise de portage et le salarié. Le salarié porté perçoit des rémunérations minimales prévues par accord de branche étendu, sinon c'est 77% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Plus, il perçoit également une indemnité d'apport d'affaires prévue par accord de branche étendu, à défaut c'est 5% de la rémunération qui couvre le temps de préparation de la prospection du client. Donc là, contrairement au contrat de travail temporaire, ce portage salarial, le salarié va donc démarcher lui-même l'entreprise cliente, il va donc mettre à profit, il va donc devoir travailler personnellement pour trouver cette entreprise et va donc percevoir une indemnité d'apport d'affaires en échange de cette démarche. Le contrat commercial de portage conclu entre l'entreprise de portage salarié et l'entreprise cliente, il va être conclu pour recourir à une tâche qui est occasionnelle ou ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. Il doit être conclu par écrit et doit être remis au plus tard dans les 2 jours du début de la prestation. La rupture du contrat de portage n'entraîne pas la rupture du contrat de travail. C'était tout pour ce chapitre sur les contrats précaires.